Alors, on est en live. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, juste une seconde, je vérifie. C'est bon? Bonjour Passard. Alors, donc, bonjour Eline. Merci de nous rejoindre pour ce live. On enlève juste la fenêtre. C'est parfait. Ok, merci. Donc, merci à vous de nous rejoindre pour ce premier live qu'on fait, enfin ce webinaire qu'on fait en français. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Si vous voulez, avec la crise sanitaire qu'on traverse tous actuellement, on a décidé de mettre en place des webinaires en live parce que ça touche plus de monde et aussi parce que nous ne pouvons plus accueillir de personnes au bureau. Donc, dans ce cadre-là, on va dire c'est un petit peu à la mode, on s'est mis sur Zoom et on fait des conférences sur des sujets différents en live. Alors, pour que vous le sachiez, vous êtes les premiers à le faire en langue française. Donc, voilà, c'est une première pour nous aussi en langue française. On a fait 2, 3 autres, enfin, voire même oui, 3 en langue kurde. On a commencé en août dernier. Vous êtes les quatrièmes. Ensuite, on va enchaîner avec 2 en langue française. On va revenir sur du kurde et ensuite, on va alterner théoriquement jusqu'à ce qu'on traverse cette période virus. Donc, voilà. En tout cas, merci de nous rejoindre. Merci Eline, merci Passard. Je vais vous présenter rapidement dans un premier temps et ensuite, je vais vous proposer de vous présenter peut-être un peu plus longuement. Donc, Eline, toi, tu es née à Auxerre ou Auxerre, je ne sais pas. Auxerre, plutôt. Auxerre. Auxerre, ouais. Voilà, tu es né à Auxerre en 1999 et tu fais actuellement un master en sciences politiques à l'Institut d'études politiques. Est-ce que c'est ça? Ouais, l'école d'études politiques. Voilà, ça c'est une l'école d'études politiques. Quant à toi, Passard, tu es né à Clermont-Ferrand en 1995 et tu viens de finir, il me semble, ton master à l'IUP de Marseille, l'Institut d'études politiques. Exactement, de Aix. De Aix-Marseille. Exactement. Voilà, donc vous avez tous les deux un profil un peu études en politique, sciences politiques. C'est un hasard pour le coup. Donc, Eline, je vais te proposer de te présenter peut-être un petit peu en détail, mais me raconter un petit peu le contexte de l'arrivée de ta famille en France, ton noyau familial, la ville dans laquelle tu as grandi, un petit peu ces éléments sociaux, on va dire, de ton entourage pour qu'on puisse te comprendre et comprendre ton parcours un petit peu plus en détail. D'accord. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je tiens déjà à remercier Rewan et l'équipe du KRG France de nous donner la parole ce soir. Donc, alors moi, je suis la benjamine d'une fratrie de 5 enfants. D'accord. Je suis née en France. Donc, mes parents étaient déjà bien installés en France quand je suis née. D'accord. Ils sont arrivés en quelle année, tes parents, en France? Alors, ils sont arrivés à la fin de l'année 1990, à la fin de cette année. Est-ce que je dois rappeler dans quel contexte ils sont venus? C'est intéressant, je pense, de rappeler un petit peu le contexte, de dire vous êtes de quelle région aussi. Je pense que ça peut intéresser les gens qui nous suivent en live. Donc, mes 2 parents sont originaires de Duhok, donc du Kurdistan irakien, qui se sont installés en France parce qu'en fait, ils ont fui les bombardements chimiques perpétrés par l'aviation irakienne en 88. D'accord, donc tes parents ont vécu la période dite Anfal? C'est ça. D'accord. Et ce qui a fait qu'ils se sont ensuite réfugiés à Mersin, au Kurdistan de Turquie. D'accord. Mersin, qui est une des grandes villes de la région, il me semble. Voilà. Et pour le coup, ils étaient dans des camps de réfugiés proches de la frontière irakienne. D'accord. Et je fais un peu brièvement, mais en gros, c'est lors de la venue de Madame Mitterrand, donc on appelle communément la mère des Kurdes. C'était à l'époque la première dame de France. C'est ça, exactement. Qui s'était rendue dans les camps de réfugiés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, non, c'est bien ça. Et qui avait fait en sorte, qui avait soutenu du coup le projet d'accueil de familles kurdes en France. D'accord. Et donc tes parents ont été sélectionnés enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait, ça a été sélectionné et tes parents ont bénéficié de ce programme de rapatriement en France quelque part. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Enfin, moi, je suis pas. Je dis ce que je sais, quoi. Et après, dans les détails, je suis pas trop au point. Mais après, ce que je sais aussi, c'est que du coup, suite à ça, c'est l'association France Terre d'Asile, il me semble, qui avait pour objectif premier, en fait, comment dire,
de vous intégrer peut-être en France ou de Voilà, faciliter en fait, l'intégration? parce que dans un premier temps, mes parents on les a emmenés à Piriac-sur-Mer, donc en Loire-Atlantique. Et le but après, c'était en fait de disperser les familles kurdes dans les régions rurales de France pour repeupler en fait entre guillemets les villages et les campagnes désertées D'accord. et de faire revivre donc ces villages en question et dont notamment leur activité économique. D'accord. Et donc, tes parents, ils ont, juste pour, peut-être pour information, tes parents sont restés combien de temps dans le camp de réfugiés en Turquie? Quelques Dans la années, ville. 2 ans? 2 ans, ouais. D'accord, d'accord, très bien. Et du coup, donc, tes parents ont été installés, ils sont arrivés en France avec cette population kurde et on les a installés dans des villages, du coup, si je comprends bien, des zones rurales pour repeupler les campagnes. C'est vraiment ce que je comprends. Ouais, c'était un peu l'objectif, je pense. Enfin, D'accord. Et vous avez été installés où, du coup? du coup, on a été installés, enfin, mes parents ont été installés à Clamecy, donc près d'Auxerre. D'accord. Lamsit, c'est une petite ville. C'est pas vraiment. Une petite ville d'un peu moins de 4000 habitants maintenant. D'accord, ouais. D'accord, d'accord. Et toi, tu as grandi, t'es pas né, enfin, tu es né à côté de Clamecy, à Auxerre, comme je l'ai dit. Ouais, Tu as grandi à Clamecy. voilà. Donc, mes parents étaient déjà bien installés, quoi. D'accord, ouais, d'accord, d'accord. Il y avait d'autres Kurdes avec vous à Clamecy ou vous étiez la seule famille? Il y avait d'autres familles, il y avait une autre famille, D'accord. mais qui est partie quelques années après. Enfin, mes parents aujourd'hui vivent encore à Clamecy, donc 30 ans après. Ah, tes parents sont restés fidèles à la ville d'arrivée. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ils ont été bien accueillis finalement. Enfin, Bah, ils se sont sentis bien accueillis, ils y sont restés. Donc. voilà, oui, on peut dire que oui, ils ont bien été accueillis et puis ils se sont aussi bien intégrés, je pense. D'accord. D'accord, d'accord. Et tes parents, c'est-à-dire leur intégration, ils sont arrivés en France, ils ne parlaient pas le français, ils ne parlaient pas. Enfin, c'était un petit peu compliqué peut-être. Non, parce que toi, tu es né en France, mais est-ce que tu as des. Bah, ils avaient entendu brièvement parler de la France, mais ils ne savaient pas ce que c'était exactement. Enfin, ils ne parlaient pas du tout la langue. C'était un total découverte, quoi. D'accord, donc ils ont été plus ou moins déracinés, on les a installés en France, et puis là, c'est une nouvelle vie qui commence. Exactement. D'accord. Et tu m'as dit 5 frères et sœurs, c'est ça? Ouais, on est 5. D'accord, ouais. Les autres sont pas nés en France, ils sont nés en France, comment ça s'est passé? Alors, du coup, mes parents sont arrivés en France avec mes deux plus grandes sœurs. Donc, elles étaient âgées de 3-4 ans à peu près. D'accord. Et donc, c'est par la suite que mes parents ont eu les 3 autres enfants. Donc, tous les 3, on est nés en France. D'accord, d'accord, très bien. Ok, bah écoute, je te remercie pour ta petite présentation. Tu es une fille des petites villes de la province française, finalement. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Et toi, donc, Passard, dis-moi tout. Bonsoir à tous. Je remercie le bureau de la représentation de nous avoir invités ce soir à discuter avec les personnes qui vous suivent. Moi, je suis né à Clermont-Ferrand, comme tu l'as indiqué précédemment, une ville dans laquelle mes parents, mes deux frères, ma sœur et moi vivons actuellement. Je suis l'aîné, moi, contrairement à Eline. Donc, le contexte d'arrivée de mes parents, il s'inscrit dans l'opération Anfal, comme Eline. Et ils ont été également dans le camp de réfugiés de Malzine. D'accord. Et puis, on est également de Douhouk. Donc, on a Vous n'êtes beaucoup pas de de… la même famille. Pardon? Vous n'êtes pas de la même famille. Vous n'êtes Non, pas. non, pas du tout. Mais on a beaucoup de points en commun et je pense que c'est le cas de beaucoup de Kurdes d'Irak en France, D'accord. qui sont originaires de Douhouk. Et ensuite, on a été accueillis dans le même cadre que vient de l'indiquer Eline, par Madame Mitterrand, qui nous a fortement aidés. Et nous, par contre, on a été accueillis, mon père a été accueilli dans le camp de réfugiés, le camp militaire de Bourg-Lastic, non loin de Clermont-Ferrand, D'accord. euh, dans lequel beaucoup de Kurdes sont passés. D'accord. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes arrivé, on vous a mis sur une base militaire, finalement. Il me semble que c'est ça. Moi, je n'étais pas né, mais il me semble que oui, c'était des militaires qui encadraient justement l'arrivée de ces réfugiés. D'accord. Et la volonté, tu m'as dit, c'était où le camp, il était où? Bourg-Lastic, c'est pas loin de Clermont-Ferrand. Et mon père, il a tenté une expérience à Paris, mais puis il est revenu en Auvergne. D'accord, ouais. D'accord, d'accord. Et toi aussi, c'était plus ou moins la même chose, une volonté peut-être de repeupler les zones rurales en France ou parce que finalement, Clermont-Ferrand, c'est une grande ville. J'ai l'impression que
la philosophie était différente cette fois-ci, non? Oui, je pense que c'était pas pour repeupler les zones rurales, peut-être quelques villages autour de Clermont-Ferrand, je pense notamment à Vic-le-Comte, voire D'accord. d'assez grandes, enfin, de petites villes comme Montluçon aussi, où il y a pas mal de Kurdes. Donc, peut-être une autre dynamique. Et puis à Clermont-Ferrand, on a pas mal d'usines, je pense à Michelin, par exemple. Ouais, bien sûr. Et pour le coup, vous étiez nombreux à arriver à Clermont-Ferrand ou... Oui, j'ai beaucoup de familles en France, quelques-uns à Clermont-Ferrand, notamment les cousins à mon père. J'ai une tante aussi. Et puis dans le sud-ouest de la France, on a pas mal de familles aussi dans les villes de Montauban, Albi, surtout dans cette zone-là qu'on habite actuellement. D'accord, d'accord, d'accord. Donc une intégration là, enfin, tu es né en France, mais peut-être tu as des souvenirs dans ton récit familial, une intégration facile, c'était pas trop compliqué pour les parents. Non, je pense que ça allait. Mon père était assez jeune lorsqu'il est arrivé en France. Donc aujourd'hui, par exemple, il parle bien le français et Oui. il est très, très intégré. D'accord, d'accord. Mais quand ils arrivaient, de toute manière, ils n'avaient peut-être pas entendu parler la France ou bien ils ne parlaient pas du tout français. C'est un système qui leur était complètement... Oui, tout à fait. Exactement, puisque l'Irak était on va dire, mandat britannique, donc on ne parlait pas du tout le français, et c'était plus l'anglais sûrement. Mais D'accord. non, il est arrivé ici avec aucune base de français. Tes parents parlaient un peu anglais ou... Oui, oui, ils ont fait les écoles en Irak, donc D'accord, d'accord, d'accord. Ah, mais c'est pas... Et toi, Eline, peut-être tes parents, ils maîtrisaient d'autres langues que le kurde ou... Euh, Mon père maîtrise l'arabe aussi, mais sinon l'anglais, non. Puis ma mère maîtrise principalement le kurde, mais c'est tout. D'accord. Et aujourd'hui, niveau français, c'est vous qui les aidez, c'est eux qui vous aident. Est-ce que c'est... Honnêtement, mes parents se débrouillent plutôt bien en français. Enfin, si je compare par rapport aux autres parents de la même génération, ils se débrouillent plutôt bien parce que je pense que c'est notamment dû au fait que on est vraiment pas, on habite vraiment pas, enfin, on est assez loin des Kurdes. Il y a vraiment que des Français pour le coup à Clemcy. Ça les pousse à parler français? Voilà, et non, les deux, Kurdes et Je veux dire, à l'extérieur, ça les pousse à parler français à l'extérieur. voilà, ça, pardon. Oui, mais sinon à la maison. D'accord. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Merci pour les présentations. De toute manière, on va revenir un petit peu sur ces sujets. On va les creuser un petit peu. J'avais une question à vous poser. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce webinaire? Parce que, bon, nous, on s'est dit, l'idée, c'était de parler un petit peu avec des jeunes français d'origine kurde ou de parents qui sont d'origine kurde, qui sont installés en France, etc. Pourquoi avoir accepté notre proposition? Toi, par exemple, Eline. Alors, j'ai accepté la proposition parce que déjà, je me sens concernée par le sujet, mais aussi parce que je pense que je rentre dans une phase où je suis en train de construire mon identité, mais également parce que j'ai déjà eu l'opportunité en fait d'étudier ce genre de questions, parce que du coup, j'ai suivi ma licence à l'INALCO. Donc, l'INALCO, c'est une fac située à Paris qui est multiculturelle. Il y a vraiment Les langues toutes orientales, les etc. nationalités, toutes les nationalités du monde qui sont regroupées dans cette fac. Et du coup, j'ai été en contact de personnes de divers horizons et on a discuté de ces sujets. D'accord. Donc, j'ai principalement discuté avec des Portugais, des Coréens, des Malgaches, etc. Donc, certes, on avait quelques similitudes, mais il y avait quand même des points sur lesquels on se différenciait quand même et puis on n'était pas confronté aux mêmes obstacles. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir parler avec quelqu'un comme Passa, parce que on ne se connaissait pas du tout avant, mais j'ai l'impression qu'on a le même profil. Et D'accord. j'aimerais savoir ce que lui, il en pense en ayant le même profil que moi. D'accord, 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 c'est intéressant. Ouais. Et avant ce webinaire, vous ne vous connaissez pas de toute manière. Comment? Vous ne vous connaissez pas avant ce webinaire. Ouais. D'accord, ouais. D'accord, d'accord. Et toi, Passard, quelles sont tes motivations d'avoir accepté cette petite conférence? d'un point de vue personnel, je dirais que c'était un challenge parce que ça me pousse à sortir de ma zone de confort et de m'exprimer devant quelques personnes, même si c'est pas On est physique. entre nous, t'inquiète pas. Et
chose que je fais très rarement. Mais c'est surtout la thématique abordée qui m'a poussé à participer. C'est quelque chose qui est très peu traité dans la question kurde et qui peut donner lieu à des recherches ou même des reportages, plein de choses. C'est quelque chose de très intéressant. On en parle peut-être dans d'autres cas, mais pas dans le cas des Franco-Kurdes. Et c'était intéressant de venir discuter de cela avec vous et peut-être refléter certaines personnes aussi. Vous connaissez un petit peu les chiffres de la diaspora kurde en France, vous, dans son ensemble, et puis kurde d'Irak plus précisément. Est-ce que vous avez un petit peu les chiffres vous avez une idée de combien vous êtes, combien? Kurde d'Irak, je dirais 8000 peut-être. D'accord. Tu te bases sur Euh, les J'avais connaissances. vu certaines choses et je pense que c'était ce qui revenait le plus souvent. D'accord. Et les Kurdes en général, peut-être 200 000, surtout en région parisienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En région parisienne, ils sont assez nombreux. J'aimerais un petit peu revenir sur votre relation avec le Kurdistan, voir un petit peu quels sont les liens que vous avez gardés avec le pays d'origine de vos parents, quels sont les liens que vous avez gardés avec les familles. Je suppose que vous avez forcément des familles là-bas parce que tous n'ont pas eu l'opportunité de venir en France. Est-ce que vous comptez y retourner aussi éventuellement? Donc peut-être, Hélène, tu peux t'exprimer à ce sujet, voir comment tu vois les choses. Alors, je n'y vais pas régulièrement au Kurdistan, mais ça m'arrive d'y aller en vacances, etc., avec ma famille. Donc, j'ai toute ma famille, pour le coup, au Kurdistan. D'accord. Et une petite partie en Allemagne, qui est un peu, enfin, aussi dispersée aux États-Unis. Mais le noyau, il se trouve au Kurdistan. Et au quotidien, j'échange régulièrement quand même avec mes proches, surtout avec mes cousines de mon âge, etc. Et en 2020, on a de la chance parce que tous ces échanges sont facilités par les réseaux sociaux. Donc, on échange en kurde avec mes cousines, par exemple. Et voilà, et aussi parfois en anglais, parce qu'il y en a qui font des études au Kurdistan, qui font des licences d'anglais. Du coup, voilà. Ouais, donc, finalement, tu gardes des liens avec les gens de ta génération, mais qui vivent au Kurdistan. Voilà, exactement. D'accord. Tu as déjà peut-être envisagé des projets là-bas, tu as déjà peut-être envisagé, voire même des études éventuellement, ou faire des. Ben, déjà, dans mes études, quand on regarde mon cursus universitaire, c'est quand même relié à mes origines. Oui, J'ai suivi, en tout cas, c'est un cursus très porté politique. ouais, j'ai pas très bien entendu, pardon. C'est un cursus, autant le tien que celui de Passard, qui est très sciences politiques, qui tourne autour de Voilà, la question, il y a une volonté de comprendre. Donc, voilà, c'est ça. Et ouais, la politique, c'est qu'on le veuille ou non, dans une famille kurde, ça revient toujours sur la table. C'est un sujet qu'on aborde souvent. d'accord. Donc, on est D'accord, d'accord, d'accord. Et toi, en ce qui concerne Passard, tes relations avec le Kurdistan, tu as des contacts, des allers-retours? J'ai pu y aller plusieurs fois dans ma vie, au moins 6 ou 7 fois. Le dernier voyage, il remonte à 2014, une période assez charnière pour la région. J'ai toujours des contacts avec tous mes proches. J'ai mes cousins, mes cousines. Comme l'indiquait Eline, aujourd'hui, tout se fait facilement via Instagram, Snap, tous les réseaux et on échange assez régulièrement. Donc, on ne se perd pas de vue et on est toujours aussi proche, même s'il y a 3000 km qui nous séparent. Mais on a conservé nos liens. Alors, j'avais une question à vous poser. Est-ce que quand vos parents sont venus en France, ils étaient venus avec l'idée de retourner au Kurdistan? que Vu le contexte politique, pardon. c'est pas ça. Je disais, vu le contexte politique qui était extrêmement tendu et instable, je pense ils étaient un peu dans le flou eux aussi. Et donc, ils étaient bien en France et peut-être qu'ils attendaient que les choses changent, mais finalement, ils sont restés, hein. Donc, je pense qu'au début, ils sont venus surtout pour fuir ce qui se passait là-bas. D'accord, d'accord, d'accord. Et quant à toi, Eline? Ouais, pareil. Je pense que enfin, ils devaient penser que c'était temporaire et qu'ils allaient y retourner un jour, une fois la région reconstruite. D'accord. Finalement, ils sont restés, ils ont fait leur vie ici. Et puis, Mais finalement, ils sont restés en France parce que mes frères et sœurs et moi, on suit nos études en France.
Bien sûr. Et c'est tout un rythme de vie qui a changé. Mhm. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais Et vous avez peut-être, enfin, vous n'avez pas forcément répondu à la question, est-ce que vous envisagez des projets là-bas? Est-ce que si l'opportunité se présente, peut-être d'aller un jour travailler là-bas ou c'est pas envisagé ça? Euh, J'y vais? Oui, vas-y, vas-y, je Pardon, t'en prie. je t'entends pas très bien. D'accord. Écoute, je vais m'approcher un peu. Merci. Alors, je compte pas aller m'installer au Kurdistan. Mhm. Comme je le disais, c'est un autre rythme de vie, c'est pas les mêmes habitudes, etc. Mais après, bien sûr que j'envisage des projets qui sont encore en maturation. J'y réfléchis encore. Mais D'accord. j'aimerais bien contribuer à certains développements en Kurdistan. D'accord. Donc, tu as des petits projets dans la tête, mais pour l'instant, tu les gardes pour toi. C'est ça. Exactement. D'accord, bah, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et toi, Passard? Euh, pour le moment, d'y retourner définitivement, enfin, entre guillemets, sur le long terme, j'y pense pas du tout. C'est une étape difficile. Mais comme à Eline, oui, j'ai des projets. Et puis même, ça me dérange pas d'y aller enfin, pour une courte durée, genre 3 mois, peut-être 6 mois. Je suis En, pas contre ce fait-là. en discutant avec toi, Passard, j'ai su que tu as eu envie de partir faire un stage là-bas. Tu m'avais dit que tu voulais faire un stage à Erbil notamment. Il y avait ça dans les cartons, je crois. Oui, tout à fait. Non, non, ça me dérange pas justement d'y aller. Je pense pas sur le long terme parce que les mentalités sont différentes, le mode de vie est différent. Mais sur le court terme, quelques mois, oui, pourquoi pas. Ça me permettrait d'apprendre, de comprendre certaines choses aussi, et puis aussi d'évoluer en tant que passard, de changer, de voir les choses autrement. Mais oui, sur le court terme, oui. Le long terme, un peu moins. C'est un peu compliqué, bien sûr. C'est un peu compliqué. C'est toujours, c'est jamais évident de s'expatrier, même en Belgique. Donc, Oui. voilà, dans un pays qui est complètement différent, bien sûr, je comprends. J'avais, en général, quand on grandit dans un pays, qu'on est enfant d'immigrés, on grandit avec notre histoire familiale, le récit qui est raconté par les parents, qui est un point de vue subjectif, très subjectif, qui est un point de vue sujet à leur traumatisme, quand c'est dans le cas de vos parents qui ont fui la guerre, etc. Est-ce que votre position a changé quant à votre récit personnel, votre récit familial? Est-ce que vous avez, en grandissant, vous avez aperçu ou regardé d'un autre œil le Kurdistan ou votre double culture, ou est-ce que vous êtes encore dans les schémas un petit peu mis en place par vos parents? Ma question est un peu compliquée, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Euh, alors, euh, C'est-à-dire, toi, Eline, en fait, dans la vie de tous les jours, je me documente sur ce qui se passe au Kurdistan et plus particulièrement aussi au Moyen-Orient. Et comment dire? Oui, en fait, quand il se passe quelque chose au Kurdistan, directement, je me sens concernée. Et après, quant au récit de mes parents, est-ce que oui, tu trouves un décalage entre le récit de tes parents qu'ils font de leur région d'origine et toi, quand tu le regardes avec ton regard peut-être d'universitaire ou de personnes ayant fait l'université en France avec une instruction française, est-ce que tu vois un décalage entre leur perception du Kurdistan et puis celle qui est peut-être plus objective? Est-ce que il y a des points je dirais pas de concordance, mais de clash entre vous au sujet de certaines choses ou ça, ou pas du tout, vous ne posez pas ce genre de questions? non, pas vraiment. Après, je pense que la situation du Kurdistan, elle a évolué et je pense qu'il me parle du Kurdistan, mais c'est plus le même Kurdistan d'aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas comment développer ça, mais il y a peut-être un petit décalage à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont une autre vision du Kurdistan, en fait. C'est sûr. D'après, C'est le Kurdistan qu'ils ont laissé derrière eux et qui n'a pas. voilà, exactement. Et toi, en ce qui te concerne, Passard, c'est. J'essaie de me détacher justement de leur récit et de comprendre par moi-même. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on voit peut-être pas le Kurdistan du même œil, et que je vois certains défauts que eux ne voient pas forcément. Et je pense que cela ne concerne pas que mes parents, ça concerne tous ceux qui sont arrivés dans les années 80 90. Et comme le dit Eline, le Kurdistan a évolué. Donc, le Kurdistan
des années 90 et celui de 2020, ils sont totalement différents. Donc, j'essaie d'apprendre par moi-même. D'accord, d'accord, d'accord. Non, c'est intéressant. Mais j'ai discuté avec un autre jeune, alors à l'occasion d'une discussion avec des jeunes Kurdes, il y en a un qui me disait, quand nous habitons en France, il y a deux manières d'habiter. Il y a le vivre à la maison. À la maison, on vit kurde, on parle kurde parfois, on dort kurde, on a des réflexes kurdes. Et quand on passe le seuil de la porte, on enlève notre cape de kurde et on met une cape de plus de français. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous? Est-ce que vous avez ce ressenti? Moi, totalement. Totalement. C'est exactement ça. Et bon, après, peut-être par rapport à la langue, où je parle quand même français à la maison, mais je comprends très bien. Mais oui, c'est une fois que je franchis la porte, ça y est, c'est une autre personne et bah, je vais adopter un autre comportement que je n'ai pas peut-être à la maison. D'accord. Et ça, tu le fais naturellement ou bien c'est quelque Oui, chose de... Ouais. c'est naturel. Ça s'est fait avec le temps, mais ça s'est fait naturellement. D'accord. Donc, toi, tu es vraiment sur une double identité. Tu es un peu... Là, quand je rentre, je change. Exactement. D'accord, d'accord. Et toi, Eline, peut-être, tu n'as pas ce décalage ou- Clairement, non, je ne vois pas ce décalage. En fait, j'ai l'impression que j'arrive à associer les deux cultures. Enfin, il y a pas... C'est-à-dire que quand je suis chez moi, donc chez mes parents, et quand je suis dehors, j'ai pas l'impression d'être deux personnes différentes. J'ai pas... Enfin, il y en a beaucoup qui parlent de schizophrénie d'identité Ouais. et j'ai pas l'impression d'avoir ça. Non, enfin, pour le moment, ouais. Tu arrives à articuler les deux de manière... Ouais, sans problème, d'accord. de façon naturelle. À la maison, qu'est-ce que vous mangez? Alors, ça peut paraître... mais vous mangez plus... Ouais, Bah, forcément, on mange des plats kurdes, mais ça nous arrive aussi de manger des plats français, enfin, des plats italiens. d'accord. Et donc, c'est assez... Ta maman comme... Ouais, enfin, ça varie, ouais. d'accord. Ouais. En ce qui te concerne, pas ça? On mange de tout. Enfin, un jour, ça va être façon kurde, un autre jour, ça peut être des pizzas. Donc, ça dépend, mais personnellement, je préfère manger pas kurde. J'arrive pas. Et c'est peut-être là où c'est paradoxal. D'accord. Ouais. Finalement, vous n'êtes pas kurde du tout. Je rigole avec vous. J'avais une question, c'est peut-être plus ça. Par rapport à la langue. Il y a des personnes qui vont vous dire que la langue est un facteur important qui véhicule votre identité, etc. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la langue? Est-ce que vous parlez avec vos parents en kurde, en français, un mélange des deux? Est-ce que la langue est quelque chose qui est primordial pour vous? Donc, Ben, j'avoue je trouve qu'on est privilégié quand même parce qu'on a cette chance d'avoir cette langue en plus. Et donc moi, j'ai grandi avec, donc je le comprends totalement. Et je pourrais aussi le parler, mais j'avoue qu'à la maison, mes parents ont tendance à parler en kurde et moi, parfois, je leur réponds en français ou c'est ton cerveau qui a pris des automatismes. ça en fait. Mais D'accord, sinon, je comprends le kurde et je pourrais très bien le parler davantage. Mais d'accord. Et avec tes frères et sœurs, tu parles un petit peu kurde, tu mélanges les deux, non, j'avoue que notre discussion en général, c'est plutôt en français avec d'accord. mes frères et sœurs. Tu Ouais. me disais, tu étais passé par l'INALCO. Tu Ouais. n'as pas choisi la kurdologie ou... Effectivement, j'ai choisi le parcours donc relations internationales et à côté, j'ai choisi le persan. c'est un choix intéressant, ça. Ouais, bah, du coup, alors j'imagine que tu vas te demander pourquoi j'ai choisi le persan. Euh, Bah, je me suis dit, j'ai pas envie de devenir une linguiste et d'approfondir ma connaissance sur la langue kurde. Et puis le kurde, je sais déjà le parler. Donc pourquoi choisir une langue que je sais déjà parler? Mais j'ai quand même voulu choisir une langue du Moyen-Orient et aussi parce que C'est proche finalement du kurde. c'est proche, mais il y a aussi beaucoup de faux amis dans la langue. C'est pas non plus la même construction grammaticale, etc. D'accord. Mais c'est aussi parce que je sais que ça allait me faciliter dans certains concours de la fonction publique. C'est aussi pour ça. D'accord. Et donc, ton objectif, c'est finalement devenir fonctionnaire en France. Ben, là, enfin, j'aimerais bien quand même. Mon projet n'est pas totalement établi, mais pourquoi pas travailler dans la diplomatie kurde ou.
C'est un beau métier, la diplomatie. Voilà, Il faut être patient. C'est c'est un ça. métier de patience. Et toi, Passard, du coup? Par rapport à la langue, je m'inscris un peu dans le même cadre que Eline. À la maison, on va plus parler français. Mes parents parlent le kurde, on répond en français. Et notre enfant, enfin, on parle le français. Et je pense qu'on a ce défaut justement parce que on a un petit frère et lui, son niveau de kurde est assez faible et on a un peu, mon père a un peu peur qu'il n'apprenne jamais le kurde. Et donc, c'est un risque, en effet. Et on pourrait parler plus le kurde pour qu'il apprenne. Ça, ça t'inquiète aussi que ton petit frère ne parle pas, enfin, qui n'ait pas encore eu le temps d'apprendre le kurde, ou ça t'inquiète pas vraiment, t'es pas... C'est pas de l'inquiétude. J'aimerais qu'il apprenne. C'est pas de l'inquiétude, mais j'aimerais qu'il apprenne. C'est un plus pour lui. En fait, au final, toute langue est bonne à apprendre et je vois la vie de cette manière. Une langue, D'accord. c'est un bonus, c'est un plus. Tu t'emploies, tu fais un peu d'effort avec ton petit frère pour qu'il apprenne, qu'il prenne quelques bases, ou tu te dis c'est pas forcément ta mission, c'est plus celle de tes parents. Justement, j'ai ce défaut et j'étais pas non plus très présent ces 2 dernières années, donc j'ai pas pu trop lui apprendre le kurde, mais pourquoi pas? Là, tu me donnes une idée et je pourrais le faire et apprendre aussi avec lui. Par exemple, je pense que j'ai quelques limites dans le kurde, notamment dans le vocabulaire, apprendre à l'écrire correctement et c'est un moyen, c'est une bonne idée que tu viens de me donner, justement. Écoute, j'en suis content alors. Vos fréquentations, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ni quoi que ce soit, c'est juste, est-ce que vous fréquentez des associations peut-être franco-kurdes? Est-ce que vous avez des amis kurdes autres que la famille? Est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce que vous faites des soirées une fois par mois, une fois tous les 6 mois? Est-ce que vous avez un groupe d'amis sélectionnés parce qu'ils sont franco-kurdes comme vous, ou vous n'êtes pas du tout dans ces schémas-là? Personnellement, je ne suis pas vraiment dans ces schémas-là, mais j'ai aussi des amis kurdes, Mhm. surtout depuis que je vis à Paris pour mes études. Parce que ben, pour le coup, à Clemcy, pendant mon enfance, c'était pas simple de se faire des amis kurdes parce qu'il n'y en avait pas. Bien sûr. Mais ouais, sinon, non, je n'ai pas exclusivement que des amis kurdes. Enfin, j'ai des amis de tous les horizons, quoi. Tes amis en fonction de... Tu fréquentes peut-être un petit peu des associations, des groupes sociaux, de réseaux sociaux, des choses comme ça, ou ça t'est égal? Bah, j'avoue par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis pas mal d'influenceurs kurdes. Euh, D'accord. ouais, mais j'en suis autant que des influenceuses américaines. Ouais. C'est une culture parmi d'autres, c'est une origine parmi d'autres. D'accord. Et toi, Passard, du coup? Et la chance qu'on a à Clermont-Ferrand, notamment, c'est d'être assez nombreux. Enfin, les Kurdes d'Irak sont assez nombreux. Donc, on se voit souvent. J'ai des souvenirs quand on était enfant, les samedis, chacun rendait visite à l'autre. Donc, on était souvent ensemble. Donc, on a grandi ensemble. Et ça a été une vraie chance pour nous de vivre ensemble. Ça a peut-être aussi permis de conserver d'une certaine manière cette identité kurde, parce que si on s'en éloigne trop, peut-être que au fur et à mesure, enfin, nos parents ne l'auraient pas perdu, mais peut-être nous Oui, ou nos enfants plus tard. Donc, des associations, malheureusement, à Clermont-Ferrand, il n'y a pas d'association franco-kurde, mais on a l'occasion de se voir de temps en temps dans des mariages, ou au restaurant où on s'invite ou même des fois on joue au football entre nous. Donc on se voit, c'est pas un véritable problème. il y a du lien. D'accord. Et j'avais une question. Quelle est la position, quels sont les conseils de vos parents sur ces sujets-là vis-à-vis de vous? Est-ce que vos parents vous font des mises en garde, du genre fais attention mon fils ou ma fille, n'oublie pas cette culture, ou essaie de jongler avec les deux, ou bien ils vous laissent carte blanche et ils vous disent t'es un adulte, tu fais ce que tu veux et épanouis-toi comme tu le sens. Est-ce que vous avez cette relation avec les parents qui vous incitent d'un côté ou de l'autre? Et Euh, pas ça, vas-y, je t'en prie. donc, pour ma part, il n'y a pas eu ces réflexions, c'est plus une réflexion personnelle. Euh, je me dis, vu l'histoire du peuple kurde, il y a toujours eu cette peur, notamment de perdre notre identité, et D'accord. que moi, je suis dans cette dynamique. J'ai peut-être encore peur qu'elle se perde, donc
Pour moi, c'est entre guillemets mon combat. D'accord, c'est un combat. Pas vraiment, mais c'est entre guillemets. Mais, Oui, non, mais je comprends. C'est-à-dire, c'est un peu une philosophie de vie aussi de te dire, je suis français, mais je ne me coupe pas forcément de mes racines, etc. tout à fait. Tout à fait. En ce qui te concerne, Eline? Et en ce qui me concerne, ben, mes parents n'ont pas vraiment laissé carte blanche, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce petit rappel d'où tu viens, d'où on vient. Oui. Mais après, enfin, peu importe où les Kurdes habitent, ils ont toujours été confrontés en fait à cette négation culturelle. Donc pourquoi, en vivant dans un pays libre et démocratique comme la France, je renierais l'héritage culturel de mes parents en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je comprends. Donc, toi, on va dire, vous êtes un petit peu dans une dynamique volontairement portée vers vos deux identités. D'ailleurs, on va en parler, l'identité, parce que j'aimerais bien que vous me donniez un petit peu votre définition de la culture et de l'identité, parce qu'on parle, alors l'identité, c'est une notion qui est sujette à polémique en France quand on place ce mot dans le contexte français avec voilà, l'environnement vraiment très franco-français. On se souvient qu'il y avait un ministère de l'identité, etc. Ça avait fait pas mal polémique à une époque. Peu importe, vous, quelle serait votre définition de l'identité et de la culture? Enfin, comment vous reliez ces deux mots? Déjà, pour définir dans un premier temps la culture, moi, je pense que la culture, c'est tout ce qui... Elle englobe un paquet. Donc, elle englobe les systèmes de valeurs, les arts, les us et coutumes, dont nos modes de vie, nos croyances, nos traditions. Et puis aussi, j'illustre cette notion de culture. Pour moi, en fait, c'est comme une valise. Et pour le coup, moi, j'ai deux valises parce que j'ai deux cultures. Et ces valises, ben, je les transporte avec moi dans le temps et elles évoluent avec moi. D'accord. Et puis, est-ce que de temps en temps, tu prends ces deux valises et puis tu mets tout le contenu des deux valises dans une seule grande valise ou tu fais la part entre les deux? C'est pas... Mais c'est ce que je fais tous les jours, j'ai l'impression. D'accord, ouais. D'accord, d'accord. Et toi, Passard? C'est exactement pareil que Eline. Donc, je pense que c'est une manière de vivre, une philosophie de vie, des valeurs, des coutumes. Et ouais, elle prend un super exemple avec les deux valises et c'est un peu ça, oui, on les porte au quotidien oui, il faut forcément de temps en temps ils mettent dans une grande valise comme tu viens de le dire. D'accord. Bon, bah, écoute, voilà, c'était. Et l'identité, donc pour vous, culture, identité, mêlé, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de limite entre les deux, il n'y a pas de frontière. C'est vraiment deux notions via la culture, on fait son identité ou l'inverse. Il n'y a pas de. Hum, On est philosophique là ce soir, hein, on est vraiment philosophique. ben, c'est quand même deux identités pardon, quand même assez différentes. Sur certains points, elles s'opposent quand même pas mal. Et bah moi, je pensais pendant un temps que l'identité, c'était seulement de la paperasse, c'était ce qu'il y avait sur les papiers. Très bien, j'ai la nationalité française, donc c'est inscrit sur un papier, mais sinon, dans la vie de tous les jours, en quoi je suis française? Et Oui. c'est aujourd'hui que je me pose la question et que je Est-ce réponds. que tu as les réponses? Est-ce que tu as les réponses? En quoi est-ce que tu es française? Déjà, dans la vie de tous les jours, je réfléchis en français. Oui. Euh, bon, il y a peut-être des sujets quand même dans lesquels où je réfléchis en kurde. En- Quel genre de sujet? bon, je sais pas, la recette des iplor, par exemple. Tu vois, quels ingrédients je vais utiliser. Enfin, enfin, il y a des choses que je sais pas, enfin, je sais pas comment on les dit en français, quoi. D'accord, ouais, d'accord. Donc, tu as gardé, pour certains aspects de la vie, tu es plus dans une réflexion kurde ou dans un schéma de pensée. D'accord, ça, c'est intéressant. Et toi, Passard, du coup? Tu peux me répéter la question s'il te plaît? Ouais, non, alors, je te disais en fait, comment tu gères un petit peu cette notion d'identité? Est-ce que c'est deux questions qui sont complètement différentes pour toi, culture, identité? Est-ce que ça se croise? Est-ce que et puis, comment tu saupoudres tout ça de ton côté kurde, de ton côté français? Comment tu gères tout ça? Comment tu jongles avec tout ça? Euh, la question est assez délicate, mais ouais, c'est un peu comme Eline le dit. Par moment, on se pose des questions. Par moment, on va réfléchir comme un Kurde, d'autres fois comme un Français, mais ça dépend tout le temps du contexte pour moi.
comme je l'ai dit, par exemple, à la maison, je vais réfléchir comme un Kurde et en dehors, ce sera impossible. Je ne le ferai pas parce que je sais qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai appris naturellement à jongler entre les deux. Tu as vraiment une frontière physique entre ton côté kurde et ton côté français. C'est le pas de la porte de chez toi. Ça, c'est vraiment, c'est marqué, j'ai l'impression. Enfin, ouais, quasiment. Je sais que entre une fois que j'aurai passé la porte, il sera plus pareil pour moi. Je sais pas, j'ai grandi comme ça et ça se fait naturellement. C'est peut-être pas chez tout le monde que pareil, mais moi, Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est simplement, j'essaie de comprendre. Donc, chacun est comme il est. Hein, chacun est comme il est. D'accord. Ouais. Je voulais savoir, du coup, finalement, vous êtes français, ou très français, même si vous êtes aussi kurde par vos parents, mais moi, j'ai l'impression naturelle de plus parler à des jeunes français. Est-ce que il y a certaines situations, est-ce que vous avez connu certaines périodes où vous avez été rejeté ou sujet à discrimination par l'une ou par l'autre de vos identités? Est-ce que vous comprenez le sens de ma phrase? Ouais. J'ai l'impression que tu as envie de parler. En toute sincérité, j'ai jamais été confrontée à des clichés. Enfin, je sais même pas s'il y a des clichés kurdes en fait. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais entendu vraiment. Et sinon, pendant ma période scolaire, donc à Tlemcen, forcément dans la classe, on n'était pas, enfin, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. On devait être 2 étrangers dans une classe. Et donc forcément, mon nom et mon prénom attisaient la curiosité des profs. Mais c'était toujours de la curiosité bien placée. J'ai jamais pris ça comme une attaque ou quoi que ce soit. Enfin, et puis moi-même, Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. ça me faisait plaisir de dire de quelle origine j'étais du coup, parce que enfin, je connais notre histoire et j'imaginais aussi que mes profs... Donc pour toi, c'était une manière aussi d'être original, de te différencier peut-être, ou est-ce que tu jouais un petit peu de ça quand tu étais plus jeune peut-être, ou pas du tout? Bah, je me suis pas vraiment posé la question, mais je pense que tu viens de répondre à une question. Et j'avais aussi envie de faire connaître les Kurdes à mes camarades, parce que la plupart... Tu étais la militante dans la classe ou... voilà. D'accord. Tu organisais des manifs toute seule ou pas du tout? Non, non, pas encore. Non, mais je rigole avec toi. Tu parlais de ton nom de famille d'ailleurs. Ton nom de famille, c'est Abdul Baki. C'est ça. Pour le coup, c'est pas du tout un prénom du Limousin, on est d'accord. Ouais. Enfin, de la Bourgogne, pardon. Tu n'as jamais eu de problème. Tu as répondu à la question, non, finalement, tu n'as jamais été. Mais peut-être tu as eu des moments où tu as dû expliquer ce nom, où on t'a posé des questions peut-être là-dessus, non? Volonté de changer peut-être ce nom? Il y a des gens qui changent. Ouais, non, enfin, j'ai jamais dû me poser la question est-ce que je dois changer mon nom ou pas, parce que enfin, même ça aussi, ça fait partie de mon identité en fait. Ouais, d'accord. Donc, Euh, Eline Abdulbaki, tu es bien dans ta peau. voilà, exactement. Parfait, c'est parfait. Et toi, Passar, alors, est-ce que tu as eu des discriminations Mais après, ça peut aller dans les deux sens. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que vous, en tant que Français, quand vous partez voir vos cousins kurdes, est-ce qu'il y a des discriminations aussi? Je veux dire, ça marche dans les deux sens. Il n'y a pas de monopole de la discrimination. Donc là, je viens de comprendre que nos environnements sont différents quand même avec Eline. Bon, la discrimination, directement, j'ai jamais été confronté. Peut-être indirectement quand j'ai postulé à un travail, peut-être. Mais de manière directe, non. Moi, j'ai grandi dans un petit quartier où il y avait beaucoup de double quelque chose. Donc, j'ai grandi avec des franco-marocains, franco-portugais. Donc, on se titille de temps en temps. On a nos clichés les uns sur les autres. Donc, ça, c'est pas méchant. La rigolade, ça, c'est pas vraiment de la Ouais, discrimination. vraiment, vraiment bon enfant. Et même maintenant, on s'en fait de temps en temps. Et ça nous a permis, par exemple, moi, d'apprendre des mots de kurde à des copains. Il y a des copains à moi qui parlent un peu kurde, qui connaissent certaines notions. Donc, c'était bien. Et au Kurdistan, non, jamais eu de problème par rapport à ça. Bon, des fois, on nous appelle les petits Français, mais c'est pour plaisanter. C'est surtout pour se rapprocher de nous et discuter avec nous, mais rien de méchant. Et puis, moi, quand on me dit tu es Français au Kurdistan, je l'assume totalement. Et pour revenir, par exemple, à ce que tu disais par rapport au nom de famille, nous avons décidé de changer de nom de famille lors de notre naturalisation en 2002. Parents, Pardon?
tes parents, ils ont décidé, quand ils ont été naturalisés, de changer le nom de famille. Tout à fait, exactement. On a changé de nom de famille. Aujourd'hui, on a un nom de famille français. Et non, on le vit très bien. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Et puis, ça me reflète assez bien. Ça reflète assez bien ma personnalité. Je suis franco-kurde, donc j'ai un prénom kurde et un nom de famille français. Voilà. D'accord. C'est vrai que moi, pour le coup, c'est un peu plus, je dirais pas auvergnat, mais français. Ouais. Ouais, D'accord. tout à fait. Parce on a constaté ce phénomène, nous aussi. C'est-à-dire, ici au bureau, il y a beaucoup de personnes qui sont franco-kurdes et puis quand ils viennent pour des paperasseries administratives ou enfin, de l'administratif, ben, on se retrouve confronté à un problème parce que le nom ici et là-bas n'est pas forcément le même dû à la naturalisation. Je pense que ton père a dû rencontrer ce genre de difficulté aussi. Quand il retourne là-bas, il fait un petit peu ses papiers, tout ça, ça doit être compliqué, non? Oui, c'est difficile souvent parce que notre nom, pour eux, il est étrange. On nous pose même la question de pourquoi avez-vous changé? Et même en France, par moment, certains ne comprennent pas ce choix. Mais c'est vrai qu'au niveau administratif, oui, c'est difficile quand on retourne. Par moment, on a certains problèmes, mais ça s'arrange assez rapidement au Kurdistan. C'est pas difficile. Du coup, toi, tu as un prénom kurde. Est-ce que tu connais la signification de ton prénom ou... Pas du tout. Je crois que c'est un endroit où le soleil ne tape pas finalement. Il D'accord, me c'est semble. l'Empire obscur. Ouais, ça doit être ça, quelque chose du genre. D'accord, il y a un code. Et toi, Eline, la signification de ton prénom? De mon prénom, Oui. du coup, je crois que ça veut dire nid d'oiseau. Enfin, on va interpréter ça, genre le cocon familial ou je sais pas. Mais il y a beaucoup de Éline, c'est un prénom. Répondu. Voilà. Ouais, c'est vrai que les prénoms kurdes sont souvent dans le champ lexical de la nature, les arbres, les forêts, les rivières. Ouais. Ton prénom est un peu dans cet aspect-là, on va dire. Cet aspect-là. Très bien, c'est intéressant. Euh, Est-ce que vous avez déjà subi, alors subi c'est un grand mot, mais senti des pressions, euh, que ce soit en France vis-à-vis de votre kurdicité peut-être, ou au Kurdistan vis-à-vis de votre côté français? Est-ce que vous avez senti des périodes d'incompréhension, de tension, de pression peut-être? Est-ce que ou ça vous est jamais arrivé? Parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes franco-kurdes ici, et puis parfois certains, quand ils repartent là-bas, ils ont des pressions, ils ont des pressions peut-être dues à la culture locale, ou bien en France, ils ont un certain nombre d'autres pressions, d'obstacles. Est-ce que vous voyez un petit peu les choses comme ça ou pas du tout? Tout se passe bien? Alors pour ma part, du côté de ma famille, j'ai jamais eu de réelle pression parce que je suis dans la même, enfin, je suis dans la même optique que celle de mes parents. D'accord. Après, au niveau de la société française, j'ai fait le choix moi-même de me diriger dans une voie dans les relations internationales où Mhm. toutes les différences au final sont acceptées. Mhm. Mais sinon, j'ai jamais vraiment subi de pression. Enfin, pour le moment, j'ai jamais été confrontée à ça. On le voit dans un certain nombre d'autres diasporas où parfois il y a des pressions dues à deux cultures qui sont parfois peut-être pas complémentaires, où il y a des décalages culturels entre telle et telle culture. Vous ne ressentez pas ce genre de... Non, ça c'est jamais arrivé. Hmm, non, pas vraiment. Et toi, Passard, tu ne te sens pas Non, concerné? non plus, franchement, déjà la question, je me la pose rarement, jamais même. Mais non, j'ai jamais eu de pression. Ou même, moi, j'ai toujours considéré que les deux cultures, donc la culture française et la culture kurde, se mariaient très bien. Et moi, je vis ce mariage très très bien. J'aime ce que je suis en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis en parlant de mariage. Euh, quand j'observe, je vois beaucoup de mariages intracommunautaires dans la diaspora kurde en France. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Parce que c'est un sujet aussi. Donc moi, pour ma part, dans ma famille, il y a eu des mariages enfin, intercommunautaires. On a par exemple des Marocains, des Kabyles dans la famille franchement, on le vit très bien. Ils ont fait des enfants et franchement, aucune différence. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et nous, on a accepté ça depuis longtemps.
dans notre famille, ça se passe. Il n'y a pas ce poids du mariage entre Kurdes, etc. Ça, vous n'êtes pas forcément… Non, non, pas du tout. Même par rapport à moi, mais non, c'est vraiment, on a accepté, comme je te dis, on a des petits kurdo-marocains dans la famille et ça se passe très bien. On ne fait aucune distinction et on le vit très, très bien. C'est peut-être une richesse même pour eux. Oui, c'est probablement une richesse, bien sûr. Ils apprendront d'autres langues, peut-être une troisième culture, du coup, ce sera des tricultures. Enfin, voilà, c'est intéressant aussi. Et toi, Eline, de ton côté, tu as des… Je rejoins un peu Passard, mais après, je sais que dans certaines familles kurdes, c'est un peu un sujet à conflit, c'est un sujet un peu compliqué. Et après, pour ma part, chacun voit midi à sa porte, chacun construit sa vie comme il l'entend. Bien sûr, oui, non, non, c'est une question. Là, je ne suis pas en train de vous mettre la pression, Nicolas. Ouais. Vous êtes jeune, hein, profitez-en, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va venir peut-être sur un aspect un peu plus, je dirais pas politique, mais presque. Est-ce que vous suivez un petit peu les relations franco-kurdes? Est-ce que ça vous intéresse? Alors, fatalement, oui, parce que vous êtes dans des cursus très portés politiques. Mais quelles sont vos attentes? Est-ce que vous voudrez un jour peut-être prendre part à ce qui se passe entre la France et le Kurdistan ou les Kurdistan? Enfin, c'est en fonction. Donc, euh, comment vous voyez les choses à votre niveau d'étudiant, bien sûr? Hélène, on va commencer par Hélène cette fois-ci. En tant qu'étudiante, du coup, je suis en relations internationales et en sciences politiques. Donc, Ouais. honnêtement, j'ai entrepris ces études dans le but de pouvoir contribuer au développement du Kurdistan. C'est indéniable, mais D'accord, donc toi, le développement du Kurdistan dans le choix de tes études a été… En fait, c'est ça qui a pu peut-être motiver le choix de tes études finalement. c'est ça. D'accord. Et quand tu dis développement du Kurdistan, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? Sous quelle manière? Par quelle discipline? Est-ce que tu t'es fait un petit peu un schéma là-dessus ou pas encore? En fait, je parle de développement, c'est pas pour sous-estimer les capacités des Kurdes au Kurdistan ou quoi, mais c'est dans le sens où le Kurdistan, c'est pas perçu comme un pays. Pas... Déjà, oui. Donc, pourquoi pas participer à la construction justement de ce pays ou bien de cette… Cette région. Je comprends. Voilà. C'est diplomatie. C'est diplomatie. Et du coup, toi, pas ça, en ce qui te concerne? Alors moi, par exemple, j'ai fait mon mémoire de recherche sur la paradiplomatie du KRG en France et j'ai été amené à étudier dans un passage les relations entre la France et le KRG. Donc, ce qui est sûr, elles sont de plus en plus intenses, de plus en plus nombreuses, de plus en plus diversifiées. Donc, chose très, très positive. Et je pense que des profils comme Eline ou moi et même d'autres personnes seront amenés un jour à participer à cette coopération, à cette amitié même. Et je m'inscris un peu dans la même réflexion que Eline. Donc, je dirais pas construire, mais de les aider plutôt, parce que construire, c'est quelque chose de très difficile au Kurdistan. Mais de les aider, pourquoi pas, oui, c'est avec grand plaisir et c'est un objectif même. Et ça se fera, je ne sais pas comment et dans quel secteur, mais en tout cas, oui, c'est dans un coin de ma tête. D'accord. Toi aussi, le choix de tes études a été porté peut-être par un projet qui était plus intime et personnel. Forcément, et de toute façon, dans les familles kurdes, on ne parle que de politique du matin jusqu'au soir, et ça a certainement influencé mon cursus universitaire. Chez toi, on parle vraiment beaucoup de politique. Ma mère, pas beaucoup. Mon père, oui, tout le temps. Mais on aime bien, hein, c'est-à-dire c'est pas tabou. On aime bien parler politique à la maison. Je suppose que vous regardez des télévisions d'information kurdes, etc. Oui, oui, kurde, français, arabe, et oui, on regarde souvent les informations, c'est tout le temps. Et toi, Eline, la télévision chez toi? C'est pareil, on regarde de tout, principalement des chaînes kurdes, des françaises. D'accord, c'est branché sur les informations, ça passe en boucle les sujets d'actualité. C'est ça. Ça va. Vous n'avez jamais envisagé de carrière de journaliste à ce niveau-là? Enfin, je n'en suis ni bien en l'air, hein, mais c'est… Franchement, là, j'y réfléchis. Hein. Je me ferme pas. Ouais. Ouais.
Donc, ça restera plutôt dans le domaine diplomatie, journalisme. Ça va être des métiers de stylo et de relations. Voilà. D'accord, d'accord. J'avais une question à vous poser qui paraîtra. Alors là, vous allez me donner une réponse qui sera de toute manière pas bonne parce qu'on change au jour le jour et que les aléas de la vie font qu'on ne peut rien prévoir à ce niveau-là. Mais dans 10 ans, dans quelques années, vous vous mariez ou pas forcément, vous avez des enfants ou pas forcément, mais si jamais vous avez des enfants, euh, comment vous leur apporterez ces touches de double culture? Est-ce qu'ils auront la même intensité? Est-ce qu'il y aura cette même intensité que celle que vos parents vous ont transmise? Comment est-ce que vous voyez les choses? Pas envisager parce que ça ne s'envisage pas, mais comment est-ce que vous voyez les choses? Bah, personnellement, je pense que je vais continuer à revendiquer ma kurdicité, mais après, est-ce que moi j'ai les mêmes outils que mes parents pour le faire? Euh, Vécu fatalement, donc les outils ne sont pas les mêmes. voilà, les Ouais. outils ne sont pas les mêmes et puis ce ne sera pas non plus la même intensité en fait. Et toi, pas ça? Je pense également que ce ne sera pas la même intensité, puisque moi-même, je me pose des questions, par exemple, avec des pourcentages, combien de pourcents je suis français, combien de pourcents je suis kurde, et j'ai l'impression que la balance pèse plutôt du côté français que Ouais. du côté kurde, et c'est pour ça que quand tu parlais par exemple, de discrimination au Kurdistan quand on m'appelle français, je l'accepte totalement parce que c'est un fait. Donc, l'intensité sera moins importante, forcément. D'accord. D'accord. Mais je Et, ferai les efforts, en tout cas, pour conserver le travail effectué en amont. ah non, mais ça, je te fais confiance à ce niveau-là. Et au niveau des prénoms, est-ce que il y avait une polémique il y a quelque temps en France? Il y avait une polémique, je ne sais plus qui avait lancé cette polémique. C'était si on ne prend pas un prénom français, de toute manière, on ne s'intégrera jamais. Vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même des jeunes très bien intégrés, vous faites vos études, ça se passe plutôt bien pour vous, vous m'avez l'air quand même équilibré, même si pas ça, on dirait que tu es dans une chambre de prison, tu n'es pas en prison, chez toi. Mais, mais, euh, mais est-ce que vous choisirez du coup des prénoms français, des prénoms kurdes ou un peu un double prénom? Est-ce que vous avez pensé à ça peut-être? Bah, si on Eline, va rester dans l'originalité, autant choisir un prénom kurde pour le coup. Si on compte rester vivant en France, ouais, je, je prime pour l'originalité. Donc, du coup, pour un prénom kurde. un prénom kurde. Mm. D'accord. Et toi, pas ça? Je pense aussi au prénom kurde. Il aura le nom de famille français, l'enfant. Donc, C'est acté ça. voilà. C'est acté. Oui. D'accord. Non, non, mais peut-être, moi, je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que au-delà d'une heure, les gens n'écoutent pas forcément. Et puis à koh ce soir, donc c'est un peu. Voilà. Mais, une question un petit peu piège. Euh, double question. Double question. Qu'avez-vous de français et qu'avez-vous de kurde au final? Ok. Ouais, je vais t'écouter, Lynn. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai de français? Bon, comme je disais tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, je réfléchis en français. J'ai des habitudes d'une jeune française. Aussi, les institutions françaises pardon, m'ont appris à réfléchir d'une certaine manière, d'avoir une certaine réflexion. Et après, qu'est-ce que j'ai de kurde? Eh bien, j'ai mes parents qui m'ont quand même transmis un héritage et pas des moindres quand même. Et ben, je parle français et je parle kurde, donc j'ai déjà ça. Et j'ai aussi, La nourriture. voilà. On va parler d'Aïpar, ça je le sens. Et toi, pas ça en ce qui te concerne? Je vais prendre un point positif et un point négatif. Écoute. Alors, du côté français, je dirais le sens de l'organisation, c'est un plus, même si on critique souvent, si on le compare aux Japonais, aux Allemands, d'accord, mais on reste très discipliné et très organisé. Et le négatif, c'est d'être pessimiste, et ça, c'est typiquement français, et je le suis. Et du côté kurde, bah, le plus, ce serait l'esprit de famille. C'est central, c'est très important, c'est sacré. Et ça, je pense, présent chez de nombreux Kurdes, ce qui n'est plus le cas en Occident, notamment en France, peut-être dans le sud un peu plus que dans le nord.
Le point, le négatif, c'est d'être têtu. Et ça, c'est très kurde d'être têtu. Ah oui. Tu penses que les Kurdes sont têtus? Oui, on est têtu un petit peu. D'accord, d'accord. Non, mais c'est votre manière un petit peu de voir les choses et c'est aussi intéressant. Est-ce que vous aurez des choses à ajouter, des choses que vous voudrez me dire? Est-ce que vous voulez peut-être partager avec les gens qui verront ce live un peu plus tard sur nos réseaux sociaux? Est-ce que peut-être des choses auxquelles j'aurais pas pensé? Déjà, je pensais que tu allais nous poser la question, est-ce que tu te sens plus kurde ou plus français? Ah, Mais elle est même pas… Enfin, cette question ne veut rien dire. c'est une question c'est comme te dire que tu préfères ta mère ou ton père. Et je crois que c'était Charles Aznavour à qui on avait posé la question, est-ce que tu es plus arménien ou français? Et il disait, mon cœur est en Arménie, mais ma tête est en France, ou quelque chose comme ça. Donc, je Et peux poser du coup, est-ce que tu te sens plus kurde ou plus française? du coup, parce que du coup, moi, je pense à cette question parce que c'est une question qu'on me pose souvent dans la vie de tous les jours. Et je tiens quand même à rappeler que c'est le fait de choisir entre deux origines, à un moment, il faut que tu choisisses. Si tu es soit kurde, soit française, il faut quand même rappeler que c'est les partis d'extrême droite qui nous demandent de choisir. Et je trouve que c'est quand même une question un peu malvenue et mal placée aussi. Ouais. Donc, je ne l'ai pas posé, je n'ai pas été mal déplacé. J'ai pas été... Merci, merci beaucoup. Non, je t'en prie, tu as peut-être d'autres choses sur lesquelles tu voudrais rebondir, non? Euh, Et puis, parce que je sais que, alors pour le coup, pour les gens peut-être qui nous écouteront plus tard, je vous remercie vraiment parce que je sais que dans la vie, vous êtes des gens plutôt réservés. Ouais. Et je sais que ça vous a demandé un effort de vous dévoiler un petit peu comme ça, même si je ne suis pas rentré forcément beaucoup dans les détails, mais c'est quand même de l'intime, etc. Je sais que vous avez un petit peu stressé aussi, c'est normal. Donc, en tout cas, je vous remercie pour ça et c'est pour ça que je tenais à avoir votre témoignage qui est important. Et donc, toi, Passard, tu as peut-être des choses à ajouter ou… Non, c'était plus pour rebondir sur la question du plus kurde ou plus français. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je fais un pourcentage de culture. C'est pas plus c'est spécial, mais je peux pas choisir entre la France et le Kurdistan, c'est impossible. Ouais. Mais dans ma manière d'être tous les jours, je pense que j'ai plus de traits de caractère et une manière de vivre à la française que à la kurde. Mais l'un ou l'autre, c'est impossible aussi. C'est vraiment une question qu'on se pose même pas. Non. Ah, vous n'êtes jamais posé cette question si je suis plus kurde ou plus français? J'arriverai pas. Ouais. C'est que ça revient même à choisir sa mère ou son père un petit peu, non? Tout à fait. Ah, d'accord. Écoutez, je vous remercie. C'était vraiment, vous étiez beau, voilà, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Je sais que Passard, tu es passé chez le coiffeur, tu as fait des efforts, donc c'est gentil. Et puis, C'est nous n'hésitez qui remercions. voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez relancer, si jamais vous avez d'autres projets, d'autres choses, vous voulez peut-être faire un second webinaire dans un format un petit peu différent sur d'autres sujets, on est aussi ouvert à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui nous écoutent en français, alors, pour les francophones qui nous écoutent en français, on va avoir un webinaire le mois prochain sur les programmes d'accueil étudiants entre la France et le Kurdistan, où il y aura des étudiants qui vont donner leur témoignage en français pour le coup, les gens de chez Campus France qui vont nous parler un petit peu comment ils accueillent ces étudiants, et puis il y aura une intervention du chargé de mission Moyen-Orient de la région Île-de-France qui, lui, va nous parler d'un futur partenariat entre la région du Kurdistan et la région Île-de-France dans le domaine peut-être académique ou dans le domaine de l'accueil des étudiants. Voilà. Ensuite, toujours en français, on aura un webinaire avec la mission archéologique française en Irak et notamment dans la région du Kurdistan. Donc, ça sera avec normalement Jessica Giraud, qui est la responsable de la mission archéologique. Ça sera en janvier. Avant Noël, nous aurons un webinaire avec l'évêque de Amédi Ezorho, donc Monseigneur Raban, qui va nous parler de la coexistence, des modes de vie, de la vie des chrétiens dans la région du Kurdistan, et puis peut-être à plus grande échelle partout en Irak et au Moyen-Orient, les périls qui pèsent sur leur quotidien, les avancées qu'ils ont fait, enfin voilà, leur quotidien. Donc ça, je pense que ça sera intéressant. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Si vous avez des sujets que vous voulez nous soumettre, on est aussi ouvert à ce niveau-là, des choses, vous dites, tiens, ça serait intéressant qu'on parle de tel ou tel sujet, on est open à ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème. Et puis, notre bureau est ouvert à tous, mais c'est en ce moment le Covid, donc c'est un peu compliqué. Mais en général, on a de la documentation, on a pas mal de choses. Donc voilà, je vous remercie. Merci à toi.
Merci bien. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.